Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Faut-il accélérer l'électrification des matériels agricoles? Je vais avoir le plaisir d'en débattre avec Guillaume Bocquet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires réglementaires d'Axema. À vos côtés, Béatrice Moreau. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vice-présidente de la région Grand Est. À ma droite, Christophe Gros. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle transition énergétique d'Enedis, c'est bien ça. Et juste à vos côtés, Jean-Luc Morin, directeur cycle court d'Enoé. Bonjour. Jean-Luc, la première question. Vous, aujourd'hui, dans ce débat, vous dites qu'il y a des possibilités. Absolument. Donc, Enoé propose, si vous voulez, donc une solution hybride. Donc, la solution hybride chez nous, si vous voulez, c'est donc l'installation de centrales photovoltaïques sur les bâtiments, enfin sur les toitures des bâtiments agricoles. Après, selon, si vous voulez, donc les habitudes de consommation de l'exploitation, selon les horaires de consommation et selon les besoins énergétiques, on y associe donc une batterie de stockage qui, elle, permet, si vous voulez, donc de stocker l'énergie produite la journée de manière donc à la consommer soit le soir, soit le lendemain matin, enfin, etc. Et cette solution, si vous voulez, donc, permet tout d'abord de réaliser, de réduire surtout donc, les coûts énergétiques. Elle permet donc également donc, de réduire je dirais, la dépendance du réseau. Elle permet donc tout simplement de produire et de consommer donc, localement, mais elle permet donc surtout de s'inscrire dans la décarbonation agricole. Alors, on a de l'énergie qui peut venir de vous, on a des réseaux aussi qui amènent à la ferme, et vous travaillez la possibilité d'aller plus loin. Expliquez-moi. Oui, alors, chez Enedis. Effectivement, je vais revenir à la première question, qui est est-ce qu'il faut accélérer l'électrification des engins agricoles? Nous, Enedis, eh bien évidemment, on va répondre oui, et on va répondre parce que non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable, c'est même mieux. Alors, mais avant de répondre à cette question, je vais finalement, comme mon voisin, parler un peu aussi de production d'électricité, pour vous dire que eh bien, on est engagé en France dans une transition énergétique. Cette transition énergétique, elle repose sur plusieurs piliers qui ont été réaffirmés d'ailleurs par le gouvernement dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vient d'être actualisée. Et un des premiers piliers, c'est la production d'électricité bas carbone, nucléaire renouvelable. Et bien sur ce pilier-là, en France, on est dans le bon rythme. On sait qu'on a raccordé beaucoup, notamment de production photovoltaïque, et puis beaucoup dans le monde agricole. Nous, Enedis, on a raccordé plusieurs milliers d'installations, soit sur des hangars agricoles, soit sur des projets agrivoltaïques. Ça a été finalement une première rencontre entre le monde agricole et le monde de l'électricité, on va dire. Et bien maintenant, il faut que cette production bas carbone, elle soit consommée. Qu'elle ne soit pas consommée avec plus d'électricité par usage. Il faut continuer à avoir moins d'électricité par usage, continuer la sobriété, continuer l'efficacité énergétique, mais il faut aussi plus d'usage d'électricité qui vont permettre donc un transfert d'énergie carbonée vers décarbonée. C'est là qu'il y a, pour le monde agricole, le sujet des engins agricoles. Et nous, Enedis, on est là pour permettre qu'ils se rechargent dans tous les cas d'usage, soit recharge à l'exploitation, soit recharge en plein champ. On a mené des expérimentations, notamment dans la région Grand Est, sur le fait de recharger au niveau des parcelles, puisqu'on sait que 80% des parcelles sont à moins d'1,5 km du réseau. Donc voilà, le réseau sera là, avec tous les cas d'usage possibles, soit en hybridation, soit en plein champ, soit la ferme qui devient une sorte de hub électrique. Mais il faut qu'on continue cette rencontre entre le monde agricole et le monde de l'électricité. Christophe, pour être précis, est-ce qu'on aura une prise à l'angle de chaque parcelle et quand ? Eh bien, ça dépendra des cas d'usage, ça dépend des robots, ça dépend des machines agricoles, ça va dépendre de la taille de leur batterie, mais en tout cas, le réseau est là. En France, on a la chance d'avoir un réseau qui est bien dimensionné. C'est pas comme dans d'autres pays, on a un réseau qui est partout et qui va permettre justement de réaliser tout ça en fonction des cas d'usage, en fonction du rythme de développement et en fonction des machines elles-mêmes. Christophe, je vais être encore plus précis. C'est vrai, ça fait des années que je vous vois faire des enquêtes chez Enedis, essayer de comprendre. Là, on a l'impression que ça a un peu accéléré. Dans les Alpes, par exemple, où il y a déjà une offre qui se profile. On voit des accélérations. On voit qu'évidemment, ça concerne pas que les machines agricoles. On voit par exemple aussi sur les transports. On voit que les batteries, elles gagnent en efficacité. Les matériels arrivent, ils se développent. Peut-être qu'il faut encore favoriser ça, accélérer ça, mais nous, on sera là, en tout cas. Sachez que le réseau permettra tout ça. Donc, vous l'avez compris, il y a de l'énergie qui va être disponible, mais les matériels, on en est où de l'électrification ?
L'électrification du matériel agricole, aujourd'hui, pour être honnête, le portrait est assez faible. On est à moins de 1% de matériel mobile électrifié en agriculture dans le parc de matériel sur les 1 300 000 automoteurs agricoles, dont 900 000 tracteurs. Donc c'est un constat assez faible. Aujourd'hui, le parc électrifié, ce sont des petits engins, des valets de ferme, quelques robots de viticulture, de maraîchage, éventuellement quelques matériels d'entretien des routes. De petite puissance, avec des possibilités d'accéder à des recharges accessibles proches dans le périmètre. On est limité aujourd'hui par les batteries. Dans les grandes puissances, aujourd'hui, malheureusement, on est encore très GNR pour l'ensemble du matériel. Voilà. Qu'est-ce qui bloque ? Alors, qu'est-ce qui bloque ce qu'on a pu en tirer par une étude que l'on a menée l'année dernière chez Axema avec nos partenaires, de l'étude de prospective sur les différentes énergies, où on a étudié pour chaque grande énergie décarbonées à l'avenir, donc les biogaz, les biocarburants, l'électricité, l'hydrogène. Qu'est-ce qui bloque sur l'électrification ? Ce qu'on voit, c'est plusieurs facteurs. Le premier, je l'ai évoqué, c'est les batteries, les fortes puissances et leur autonomie. Deuxième sujet qui bloque beaucoup, c'est la durée de vie des batteries. C'est vrai qu'il pose un problème aujourd'hui. On progresse, mais ça prend encore du temps. Deuxième élément qui n'est pas négligeable, c'est l'entretien des matériels. Est-ce que les gens sont formés dans les concessions, chez les distributeurs pour entretenir le matériel ? Quatrième volet qui bloque beaucoup, c'est la R&D. Bien sûr, c'est des investissements assez importants pour les constructeurs et donc il faut investir et avoir des capacités d'innovation importantes pour mettre sur le marché des matériels. À ça s'ajoute, si on parle décarbonation, le taux de renouvellement des matériels qui est globalement assez faible. Voilà les freins principaux du déploiement de l'électricité sur les parcelles. Donc on a vu l'énergie est là, on a vu les tracteurs, ça tarde un peu, enfin les matériels de façon globale. Béatrice, sur le terrain, vous y croyez par contre ? Alors oui, complètement. La région Grand Est y croit. Aujourd'hui, on sait que dans la panoplie de la stratégie nationale bas carbone, la zone transport, la zone motorisation est un des gros leviers encore à travailler par rapport aux exploitations agricoles et viticoles. On a très regardé les choses nous en région Grand Est, parce qu'on était une des premières régions à décliner la stratégie nationale bas carbone. Toutes les régions ont leurs schémas régionaux et nous on a écrit que pour d'ici 2050, on souhaitait à ce que notre région soit une région à énergie positive. Donc on fait en sorte qu'il y ait de la création d'énergie sur notre territoire. Il faut qu'elle soit utilisée. Et donc, quand on parle motorisation sur les exploitations, je suis très heureuse d'entendre, que ça sera desservi, qu'il y a des choses qui existent, en fait. Et c'est ça qui est important et qu'il faut qu'on continue à accompagner la R&D. Si toutes les exploitations d'élevage avaient, par exemple, un valet de ferme, on commencerait à attaquer une réflexion autour de cette zone carbone j'allais dire la décarbonation des entreprises. Aujourd'hui, on le demande à l'industriel de travailler sur une notion bas carbone. L'agriculteur, il y réfléchit par rapport à ses cultures, par rapport à sa production animale. Eh bien, il y a encore ce levier à travailler. Et nous, à travers l'accompagnement qu'on a autour de l'élevage en Grand Est, on accompagne les agriculteurs, nos éleveurs, à réfléchir à l'autonomie alimentaire et fourragère de leurs exploitations d'élevage. Il faut qu'on continue à les accompagner dans cette réflexion. Et l'autonomie énergétique des exploitations, aujourd'hui les agriculteurs en général, les viticulteurs, ils réfléchissent peu. Et pourtant il y a des solutions. Il y a l'énergie qui est créée sur le territoire, que ce soit du gaz ou de l'électricité. Donc par contre il faut qu'on leur mette en route et qu'on les accompagne dans cette réflexion. Et moi j'y crois vraiment parce que c'est le levier de demain en termes d'énergie nouvelle. Ils sont producteurs, nos agriculteurs, d'énergie. Il faut qu'ils sachent l'utiliser et aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de le faire, en l'occurrence parce que c'est peu connu en termes de constructeurs. Il n'y a pas grand-chose en termes de propositions. Et moi, j'entends votre réflexion aussi autour de la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, les régions, elles ont aussi capacité à travailler vers les lycées pour qu'il y ait cette zone de formation qui soit présente pour que dans les métiers de demain, ceux qui entretiennent le matériel électrique sur les exploitations agricoles, ils existent. C'est très intéressant. C'est le grand débat de l'électrification des voitures, enfin de tous nos moyens de transport, de mobilité.
Jean-Luc, quand on parle justement d'autonomie, il en a été question, c'est pas hermétique l'autonomie. Tout d'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Moreau, c'est que aujourd'hui, si on fait un constat, il y a donc à peu près 15 000 bâtiments agricoles qui sont donc aujourd'hui donc équipés de panneaux solaires, enfin de centrales photovoltaïques. Si on regarde, si vous voulez, ces bâtiments auront deux étapes. La première étape, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, ces bâtiments, ça permettait bien sûr de moderniser l'exploitation, mais ces bâtiments étaient autofinancés par la revente de la production d'énergie. Alors que progressivement, donc, les exploitations se sont dirigées et ont été obligées, en l'occurrence, de se diriger vers l'électrification, donc la robotisation, l'irrigation, la ventilation, enfin, etc. Et demain, les projets de demain, en l'occurrence, ça sera tout simplement donc l'autoconsommation individuelle qui sera donc bien entendu elle associée donc à des batteries justement de manière. Alors, pour répondre maintenant à la question Jean-Paul, c'est qu'effectivement on ne recherche pas l'indépendance énergétique, d'accord. Jamais, enfin. Je ne peux pas dire jamais, mais à l'heure où on se parle, je dirais que ce n'est pas l'objectif prioritaire. L'objectif, si vous voulez, prioritaire, c'est tout simplement d'avoir un seuil d'équilibre entre la consommation, la production et les économies réalisées par cette installation. D'accord ? Et si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez, on s'aperçoit que ce seuil d'équilibre, il est entre 60 et 80%. D'accord ? D'ailleurs, au-delà, économiquement parlant, au-delà de 80%, les coûts restent élevés et le gain reste très marginal. D'accord ? Et ça rejoint un petit peu ce que disait monsieur Gros tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on aura toujours besoin du réseau. D'accord ? Il sera nécessaire, il sera sécuritaire et il sera bien entendu complémentaire. Et le stockage aujourd'hui de l'énergie à la ferme, c'est aussi en plein développement, non ? Pour l'énergie renouvelable. Alors, tout à fait. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, ça devient de plus en plus abordable, d'accord ? Puisque aujourd'hui, si vous voulez, donc, de par le projet, on objective, si vous voulez, la rentabilité, bien entendu, donc du stockage. Et si vous voulez, la rentabilité d'une batterie se fait, si vous voulez, sur, je dirais, par trois éléments. La taille du projet, les objectifs de l'autoconsommation, d'accord ? Et les horaires également donc, de consommation. D'accord ? Vous avez fini ? Oui. Et alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'effectivement, ça va accélérer. Pourquoi ? Parce que dans le cas de l'Agritechnica, on a vu deux choses. Nous, PowerBoost, qui nous a marqué. Un, des matériels asiatiques qui arrivaient avec des moteurs hybrides et des matériels qui coûtaient un tiers moins cher ou un quart moins cher que les matériels aujourd'hui proposés sur le marché. Donc, on peut espérer qu'il y ait une marche en avant de justement l'électrification. Et d'ailleurs, on va retrouver Arthur Rivoal, fondateur de Sidéral Technologies. Pour donner l'ampleur du levier de décarbonation que représente le tracteur électrique, chaque tracteur électrique, c'est à peu près 700 tonnes de CO2 économisées. C'est 6 à 12 000 litres de GNR déplacés annuellement. Et c'est la possibilité pour l'agriculteur d'autoconsommer plutôt que d'importer, donc de réfléchir dans une logique d'autonomie et de souveraineté sur le volet énergétique. Je suis assez confiant sur le fait que ce soit une solution d'avenir, pas nécessairement la seule solution à imposer en termes de décarbonation du machinisme agricole, mais en revanche une solution porteuse qui peut oui, devenir un réel marché. À relativement courte échéance. Maintenant, qu'est-ce que c'est une échéance courte sur le développement de ce type de machine ? Une génération de tracteurs, ça se renouvelle sur un temps long. Le développement d'une machine de moyenne puissance, d'une gamme de tracteurs de moyenne puissance, c'est minimum 7 à 10 ans pour la plupart des constructeurs traditionnels. Donc on peut imaginer, nous, commencer à livrer nos premiers clients assez prochainement, post la démonstration de notre prochain prototype. Aujourd'hui, je ne communique pas sur un horizon commercial pour notre tracteur, mais vous comprenez que c'est imminent dans notre démarche de développement. Voilà. Et justement, une toute dernière question. On a vu aussi, dans le cadre du salon Agritechnica, un constructeur de tracteurs qui proposait un tracteur avec, c'est un major, c'est John Deere, on va le citer, avec beaucoup de batteries, qui vont lui permettre, donc ils vont permettre de réduire les coûts de fabrication, parce que le même tracteur va pouvoir faire soit des matériels justement sur le plan, par exemple, pour la vigne, aussi bien que pour des matériels de polyculture et élevage. Donc il va y avoir la capacité aujourd'hui d'économiser des coûts de fabrication, et ça, on peut permettre que les constructeurs justement s'emparent de l'électrification.
Alors oui, c'est également des prototypes qui démontrent des faisabilités très intéressantes. Il faut bien sûr aussi avoir en tête que le but de tout ça, c'est que le TCO pour l'utilisateur soit quand même au bon niveau dans l'investissement dans le matériel. Et puis surtout, il faut savoir que l'étude qu'on a faite chez Axema, donc d'étudier les différents scénarios de décarbonation, il y a des concurrences sur des biocarburants, sur l'hydrogène, etc. Ce qui va booster et dynamiser le choix des industriels et leur capacité d'innovation et de proposer des matériels à prix compétitifs, c'est aussi les stratégies générales, gouvernementales, l'accompagnement. Les industriels ne peuvent pas se permettre de se disperser, déployer différents types d'énergie. Il faut avoir une vision claire. Rien n'est pire pour un industriel qu'avoir des changements d'orientation successifs. Et on en a un petit peu actuellement. Tout à fait. En fait, sur ce que vient de dire monsieur, c'est très important, c'est de se dire il va falloir choisir quelle énergie dans quelle motorisation. Aujourd'hui, on a déjà le carburant B100 qui est produit, qui est un biocarburant, et il y a beaucoup de transporteurs qui l'utilisent. Moi, si je prends un exemple, il y a 2 transporteurs dans les Ardennes qui roulent au B100. C'est 25 000 hectares de colza. Ça sécurise aussi la production territoriale. Donc il va falloir qu'on choisisse l'hydrogène dans quel aussi sera là demain. Quelle motorisation utilisera quoi? Et sur l'électrification, il y a énormément à regarder parce qu'effectivement, les robots, ça sera sur les fermes, dans les champs, et ça sera aussi un vrai soutien pour l'agriculteur en place. Bon, Béatrice Moreau, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ici dans le cadre donc, de ce salon à l'agriculture pour montrer comment il est nécessaire aujourd'hui d'accélérer en matière d'électrification des matériels. Merci à vous.